Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse visuelle. Aujourd'hui, on va décortiquer une idée vraiment fascinante. L'idée que nos plus grands défis, qu'il s'agisse de blocages immenses dans la société ou de gros échecs très personnels, eh bien ce ne sont pas juste des murs qui nous arrêtent. En fait, c'est tout l'inverse. C'est littéralement le carburant de notre réussite. Alors c'est vrai, face à l'adversité, le premier réflexe humain, c'est souvent de figer sur place. On l'a tous vécu, mais et si cet obstacle n'était pas la fin du voyage, et si c'était justement la seule clé possible pour avancer? Allez, plongeons directement là-dedans. Pour bien comprendre, on va s'appuyer sur l'excellente édition française du livre de Ryan Holiday, L'obstacle et le chemin. C'est un livre absolument captivant parce qu'il prend un truc très ancien, le stoïcisme, et il le remet complètement au goût du jour pour nos esprits modernes. Et attention, on ne parle pas du tout d'optimisme naïf ici ou de pensée magique, pas du tout. On parle d'une méthode redoutable, prouvée par l'histoire avec un grand H, pour transformer nos pires galères en véritables tremplins. Voici un peu la carte de notre voyage philosophique aujourd'hui. On va passer par 6 grandes étapes. D'abord, la paralysie face à l'obstacle, puis la discipline de la perception, ensuite, contrôler ce qui est contrôlable, trouver l'opportunité cachée, le pouvoir de l'action et enfin, l'art de la persévérance. C'est un cheminement super logique, on va passer de notre petite voix intérieure subjective à un mouvement externe complètement implacable. Étape numéro 1 donc, la paralysie face à l'obstacle. Ce sentiment de se retrouver complètement bloqué, on le connaît tous. Que ce soit à cause d'une économie qui s'effondre, d'institutions qui ne marchent plus, ou juste d'un gros coup dur personnel, le premier réflexe, c'est la peur, la frustration, et au final, l'inaction. On est coincé. Il y a d'ailleurs une vieille légende zen qui illustre ça à la perfection. C'est l'histoire d'un roi, un peu désespéré par la paresse de son peuple, qui décide de placer un rocher gigantesque en plein milieu de la route principale, juste pour tester les gens. Et que font les passants? Eh bien, ils râlent, ils pestent contre le manque de chance, ils font demi-tour, bref, ils restent paralysés. Jusqu'au moment où un paysan arrive. Lui, il refuse de reculer. Il cherche une solution, il trouve une grosse branche, s'en sert comme levier et dégage le rocher. Et là, surprise, sous le rocher, il trouve un sac rempli d'or avec un mot du roi. L'obstacle sur le chemin ouvre la voie. L'obstacle en lui-même était la récompense. C'est fou, non? Ce qui nous amène à la section 2. La discipline de la perception. Pour réussir à voir cet or caché sous le rocher, il faut d'abord apprendre à nettoyer notre esprit de toutes ces émotions subjectives qui nous paralysent. C'est la toute première discipline des stoïciens. Il faut voir la réalité de façon pure, claire, objective, sans y rajouter notre propre angoisse. Et ça illustre brillamment la philosophie de l'empereur Marc Aurèle. La perception, c'est un choix. C'est nous qui dictons notre propre réalité. Regardons le jeune John D. Rockefeller, par exemple. Pendant la terrible panique financière de 1857, pendant que tous les autres investisseurs hurlaient à la mort et perdaient la tête face à l'effondrement des marchés, lui, il a choisi de rester calme. Il a observé le chaos. Il s'en est servi comme d'une école accélérée pour repérer les failles de l'économie. Et c'est en plein milieu de cette crise colossale qu'il a posé les fondations de son empire. Le célèbre samouraï Miyamoto Musashi, au XVIe siècle, avait une théorie géniale là-dessus. Il faisait la différence entre l'œil qui observe et l'œil qui perçoit. L'œil qui perçoit, c'est notre côté faible. Il est biaisé par notre cerveau reptilien, il nous fait voir des menaces énormes partout, des drames insurmontables et boum, c'est la panique. En revanche, l'œil qui observe, lui, il est fort. Il se concentre sur les faits, point barre. Il regarde l'événement de manière brute, sans y ajouter la petite musique du désespoir. Et c'est exactement pour ça qu'on retrouve autant de figures historiques dans des catégories qu'on n'attendrait pas forcément. Les fameux outsiders, les immigrés, les personnes dyslexiques, ou même ceux qui ont quitté l'école très tôt. Beaucoup de ces gens-là n'ont pas réussi malgré ces obstacles, mais bien grâce à eux. C'est la lutte permanente qui a forgé leur caractère. Très tôt, ils ont dû utiliser ce fameux œil qui observe pour avancer, en transformant d'énormes désavantages en un entraînement mental que la plupart des gens n'auront jamais à subir. Passons à notre troisième section. Contrôler ce qui est contrôlable. C'est là que le basculement s'opère. Ce qui est vraiment intéressant avec cette diapositive, c'est cette ligne de séparation super nette. D'un côté, à gauche, on a notre domination interne absolue, nos jugements, nos propres émotions, nos décisions, ça c'est à nous. Et de l'autre côté, à droite, c'est le chaos externe, la météo, l'économie mondiale, ce que pensent les autres. Passer son temps à se battre contre ce qui est dans la colonne de droite, c'est un gaspillage d'énergie absolument monumental. Le secret de l'efficacité, c'est de concentrer 100% de ses efforts sur la colonne de gauche. L'histoire du boxeur Rubin Hurricane Carter incarne ça à la perfection. Ce type a été injustement accusé de meurtre et condamné à 3 peines de prison à perpétuité. Du jour au lendemain, on l'a violemment dépouillé de tout ce qui se trouvait dans sa colonne de droite. Mais, dès qu'il a mis un pied dans le pénitencier, il a refusé d'agir comme un prisonnier. Il a gardé un contrôle absolu sur sa colonne de gauche, ses croyances, son attitude, ses choix de tous les jours. Personne ne pouvait l'obliger à s'effondrer mentalement. Il a donc utilisé son temps en cellule pour étudier le droit, l'histoire, la philosophie, et c'est ce qui lui a finalement permis de regagner sa liberté. Allez, quatrième étape, trouver l'opportunité cachée.
Une fois qu'on a bien isolé ce qu'on contrôle, il ne s'agit plus de rester sur la défensive. Il faut passer à l'attaque et chercher l'avantage qui est secrètement planqué à l'intérieur même du problème. L'exemple de l'acteur George Clooney, avant qu'il ne devienne une immense star, est génial. À ses débuts, il enchaînait les auditions, il accumulait les refus, et il voyait ça comme une machine à broyer son ego. Il était dans la demande constante. Et un jour, déclic. Il a changé complètement de point de vue. Il a réalisé que les directeurs de casting avaient eux aussi un problème énorme. Ils devaient désespérément trouver le bon acteur pour sauver leur film. Du coup, Clooney a arrêté d'être le petit acteur qui supplie pour devenir la solution parfaite à leur angoisse. Et ce simple changement de perception, ça a totalement fait décoller sa carrière. Prenons un instant pour absorber cette citation magnifique du psychiatre Viktor Frankl, qui a lui-même survécu aux pires horreurs des camps de concentration. Le pouvoir de recadrer une situation, de décider de ce qu'on va devenir à la seconde d'après, ça relève uniquement du choix humain. C'est une liberté tellement profonde, tellement intime, qu'aucune circonstance extérieure ne pourra jamais nous l'enlever. C'est très puissant. Et cette liberté de recadrer les choses, ça s'applique partout, même sur les plus grands champs de bataille de l'histoire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la stratégie allemande de la Blitzkrieg, la guerre éclair, ça ressemblait à un rouleau compresseur inarrêtable. Mais face à ce monstre de métal, le général Eisenhower a repéré une faille, une opportunité cachée. Les forces alliées ont tout simplement laissé les chars allemands foncer à toute vitesse à travers leurs lignes. Pourquoi ? Parce qu'en allant si vite et si loin, les Allemands ont fini par étirer et couper leur propre ligne de ravitaillement. L'ennemi invincible était tombé dans son propre piège stratégique. Ce qui nous amène à notre 5e section, le pouvoir de l'action. Parce que oui, une fois qu'on voit la réalité clairement, sans paniquer, il faut transformer cette clarté en action. Une action concrète, créative et surtout implacable. L'histoire de l'orateur grec Démosthène en est la preuve ultime. On parle d'un enfant né avec une santé très fragile, un bégaiement sévère et dont l'héritage a été volé par ses tuteurs. La catastrophe totale. Mais au lieu de pleurer sur son sort, il est passé à l'action. Il s'entraînait à parler en se mettant des cailloux dans la bouche pour forcer son élocution face au bruit du vent. Il s'est même rasé la moitié du crâne et s'est enfermé dans une cave pour s'obliger à étudier sans être tenté de sortir. Grâce à cette action pure et obstinée, il a transformé un handicap majeur en une force légendaire qui a marqué l'Antiquité. Donc le point crucial, c'est l'élan, le mouvement. Prenons Amelia Earhart. Elle voulait piloter des avions, mais dans les années 20, les préjugés étaient massifs. On lui a proposé un boulot carrément insultant, ne pas être payé et servir de simple passagère sous la surveillance de 2 hommes qui, eux, pilotaient. Et devinez quoi ? Elle a dit oui. Elle a dit oui parce que le plus important, c'était d'être à l'intérieur de l'avion. Passer à l'action, même quand les conditions sont minables, ça crée une petite étincelle, un élan. Et c'est cet élan qui permet plus tard d'exploser toutes les barrières. 6e et dernière grande idée aujourd'hui, l'art de la persévérance. Agir une fois, c'est un bon début, mais il faut continuer, itérer, encore et encore, jusqu'à ce que le mur s'effondre. Regardez cette chronologie. C'est le général Ulysses S. Grant pendant la guerre de sécession au fameux siège de Vicksburg. Mois après mois, rien ne marchait. Les attaques de front, un échec. Le creusement de canaux géants pour dévier le fleuve, inutile. L'impasse totale. Mais sa persistance un peu folle a fini par payer. À force de tester tout ce qui ne marchait pas, il a fini par trouver l'unique manœuvre impensable qui allait fonctionner. Il a coupé ses propres lignes de ravitaillement pour contourner l'ennemi. Et il a gagné. Personnellement, j'ai choisi de m'épuiser. Cette phrase du président Theodore Roosevelt fait complètement écho à la méthode de Thomas Edison. Pour inventer l'ampoule électrique, Edison a testé des milliers de matériaux. Il a même essayé un poil de la barbe d'un de ses assistants pour trouver le bon filament. C'est dingue. Souvent, ce qu'on appelle avec de grands yeux brillants le génie ou l'innovation, ce n'est rien d'autre que de la persévérance pure et dure, juste bien déguisée. Alors, voyons comment tout ça s'articule pour former un système complet. C'est comme un puzzle géant. Voici les 3 piliers du stoïcisme antique, revus pour notre monde moderne. C'est simple, une perception bien claire amène naturellement à prendre la bonne action. Et tout ça est soutenu par une volonté d'acier, la volonté d'accepter pleinement les cartes que la vie nous a distribuées. Et on en arrive à la question finale. Quoi qu'on fasse, il y aura toujours un énorme rocher inattendu qui va nous tomber dessus au milieu de la route. Un échec professionnel, une injustice terrible ou une grosse galère personnelle. Le truc, c'est que la bonne question à se poser n'est pas pourquoi ce rocher est là. C'est plutôt qu'est-ce qu'on va choisir de faire avec ce rocher. Est-ce qu'on s'assoit pour pleurer et faire demi-tour ou est-ce qu'on se met à chercher une branche pour s'en servir de levier? Au final, l'obstacle est bel et bien le chemin. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt pour la prochaine.